Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, deuxième épisode de Réparation on the Road. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose que plusieurs personnes font sur leur machine de façon systématique lorsqu'ils se procurent une nouvelle machine, qui est encore sur globe incandescent. Incandescent, c'est-à-dire mettre des LED. Ce que j'ai derrière moi, c'est une Champion Pub, mais pas n'importe lequel. Ah, c'est vrai, la Switch est... On va attendre que l'interrupteur se mette à on. Voilà, ce que j'ai derrière moi, c'est une Champion Pub dans un état tout simplement immaculé. Et je suis présentement en fait avec mon ami Marc. Et c'est sa Champion Pub. Et je veux faire un tour d'horizon de la machine avant de vous montrer comment installer les LED dedans. Parce que cette machine-là est dans un état tellement exemplaire et incroyable que vous n'en verrez pas beaucoup dans cet état-là. Alors, allons-y de ce pas. Champion Pub, une des dernières games WPC, juste après ils ont fait Cactus Canyon. Ils étaient en production de cette machine-là quand ils ont décidé d'y aller vers le Pinball 2000, donc il y en a vraiment très peu produites. C'est pas une machine commune. Le Baglass est en excellente condition. Le Playfield, tout autant. C'est une machine qui sort de l'ordinaire. C'est pas nécessairement une pinball comme on est habitué de les connaître, parce qu'on s'entend que dans cette même époque-là, il y avait sorti la Medieval Madness, Monster Bash. Ici, on a une game qui a quand même pas mal de toys. Ici, c'est vraiment formidable, l'espèce de pratique pour faire sauter la bille à la corde, à danser, pour qu'elle s'entraîne. Ici, il y a une espèce de petit mini playfield où on donne des coups de poing pour aller frapper le petit ballon. Et évidemment, il y a un très gros toy au centre où en premier, on se pratique à frapper sur le punching bag. Et lorsqu'on commence un combat, on a notre fighter qui se retourne vers nous. Et on a, en fin de compte, les points d'énergie. Your life is life. Et son but, c'est de le battre. Alors, le Playfield est en état tout simplement exemplaire. Les plastiques sont vraiment très 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 sharp. Et je veux même montrer à quel point, regardez, moi normalement, là, ça c'est le genre de choses que quand je le restaure, ça a l'air de ça une fois restauré. Ben, le lock-mec ici est tout simplement original et en tellement bonne condition. J'ai tout simplement jamais vu ça. Normalement, les coins en bois sont super scrap. La peinture ici est complètement retirée. Ce n'est pas le cas. La corn door est franchement propre. Les petits boutons ici, on dirait qu'ils n'ont jamais servi. On dirait qu'il n'y a jamais eu besoin d'aller dans les menus. Tout est simplement comme neuf. En tout point. Alors, je trouvais ça important de montrer une machine qui semble tout droit sortie de 1997 et 22 ans plus tard, exactement dans la même condition que lorsqu'elle est sortie de l'usine. On va le voir un peu plus en détail lorsque je soulèverai le Playfield pour faire le changement des LED. Mais on va commencer par le plus facile parce que je suis comme ça. On va commencer par tout simplement mettre les LED dans la tête. En retirant le Baglass, on a accès à toutes les boards qui, comme vous devez vous en douter, sont tout simplement parfaits. Franchement, c'est à peine si... je pense que les connecteurs n'ont même pas eu le temps de chauffer. Et c'est le fun de voir ça. Et ce qui est encore plus le fun, c'est de voir comment Williams essayait d'innover sur comment optimiser la fabrication de la machine. Alors, on se rappellera qu'à l'origine, il y a un panneau blanc qui est montée sur une peinture qu'on ouvre. Dans ce cas-ci, c'est carrément tout le panneau qui se retire et qui se déconnecte par une simple couette ici, et qui nous donne accès, en fin de compte, au Baglass. En fait, là, ce qu'on va vouloir, c'est retirer le Baglass en enlevant les trims de plastique ici, pour être capable, en fin de compte, d'aller changer les ampoules une après l'autre, évidemment, par l'avant. Donc, pour avoir accès aux lumières, il faut enlever toutes les trims de plastique qui font tout le tour du Baglass. Et avant d'accéder aux lumières, je voulais qu'on s'accorde un petit peu de temps sur apprécier le visuel de ce Baglass-là. Premier gros détail que je trouve super important et hyper intéressant, c'est que c'est un des très très rares Baglass où c'est carrément une illustration faite sur exactement le même style que le Playfield. Si on regarde, si on compare avec le Playfield, c'est exactement le même style d'ancrage, de traits, d'utilisation de couleurs. Donc la continuité est parfaite. Ce qui était très rare à l'époque chez Williams parce que la grosse majorité du temps, les Baglass étaient en fait faits à la peinture acrylique alors que le Playfield, c'était un ancrage. Alors, on a une continuité entre les deux. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup et ce qui est très rare et c'est ce qui, selon moi, il donne un cachet visuel assez unique. D'autant plus
Prenons le temps de regarder les détails, dans le fond, qu'on ne remarque pas lorsqu'on regarde la machine rapidement. On va remarquer rapidement Champion Pub, le combat entre le Irish. Une illustration ici de Steve Kordek. Steve Kordek, qui est un des game designers vedettes et fétiches qui a vécu au passé 100 ans, qui est décédé en 2000, entre 2006 et 2010, me semble. Mais il a été justement rendu hommage ici dans le bac glace de la Champion Pub. Mais regardez-moi justement les danseuses, l'illustration, le trait de crayon. Tout est tout simplement magnifique. Il y a une super belle attention du détail. C'est un des plus beaux bacs glace selon moi qui a été fait parce que il y a beaucoup de niveaux de compréhension, de lecture et d'histoire à comprendre dans ce bac glace-là. OK, voilà pour ma critique artistique. Regardons maintenant ce qui se cache en dessous. Voici le bac de plastique dans lequel se trouvent toutes les sockets de lumière et que ce soit ce bac de plastique-là ou les panneaux noirs, lorsqu'il y a une très longue utilisation, on va invariablement voir des traînées noires se former vers le haut dû à la chaleur du globe. Et dans ce cas-ci, évidemment, il n'y en a pas parce que la machine est tellement neuve. C'est une machine home use only qui a uniquement été dans des maisons, donc jamais en opération. C'est donc parfaitement en parfait état. Et la philosophie ici d'utilisation des LED, on y va avec uniquement des LED blanches. Parce que là, vraiment, c'est des questions de goût. Mais pour ma part, je préfère de beaucoup uniquement mettre des lumières blanches, des belles LED, plutôt que de mettre justement des codes couleurs dans chacun des sockets en fonction du visuel. Alors là, on aurait tendance à se dire « Ah, on va mettre des LED vertes pour les rideaux, on va mettre une LED rouge pour les pantalons, une LED jaune pour les cheveux. » Moi, je déteste ça, OK? Je déteste. J'ai vraiment une hargne envers l'utilisation de LED colorées en fonction du bac glace. Je préfère de beaucoup mettre une lumière blanche qui va simplement illuminer, rétroéclairer suffisamment bien le bac glace parce que ça fait invariablement ce qu'on appelle des spéculaires de lumière de couleur. Alors, comme par exemple, trop souvent dans la Star Wars d'Athaïs, on va mettre une lumière verte en arrière de la tête de Yoda, ce qui fait que tout ce qu'on voit, c'est une grosse lumière verte qui prend le dessus sur le reste. Alors que si on met des lumières blanches, on est sûr qu'il n'y a rien qui prend le dessus. Tout est éclairé uniformément et fait en sorte que, ben justement, en tout cas, pour moi, à l'œil, ça fait beaucoup moins quétaine. Ouais, je vais le dire, un bon terme, quétaine. Alors, ce qui aide aussi beaucoup, vous aurez remarqué que j'enlève tous les globes invariablement et que ce qui est facile à démêler, tout ce qui est flasher est en socket noir et tout ce qui est en 555 est en socket blanc. Alors, une fois qu'on sait ça, ben, c'est très très simple de mettre les LED en conséquence. Comment poser des LED en une étape facile? Insérer la LED. Voilà. L'insertion des LED se fait quand même assez bien. Ça arrive quand même qu'on me pose la question à savoir, est-ce que vraiment les LED, c'est un remplacement, comment dire, socket pour les anciennes ampoules? Et oui, c'est exactement ça. C'est très, très bien fait. Moi, je les prends chez Comet Pinball. C'est un excellent fabricant de LED, mais il reste quand même que souvent, il va falloir faire un petit ajustement des pattes ici, des connexions, pour être sûr qu'ils soient suffisamment écartés pour faire une bonne connexion dans l'intérieur du socket. Ça peut arriver que des fois, ils sont un peu trop vers l'intérieur et le contact se fasse mal. Alors, au moment de mettre le courant, vous dites « Ah, ma LED est brisée », mais c'est vraiment juste le petit filament qu'il faut réajuster. C'est la seule chose que j'ai vue qui fait en sorte que ça peut complexifier un petit peu l'insertion des LED. Sinon, le reste, c'est ce qu'on appelle des 555 et tantôt, on va avoir affaire avec ce qu'on appelle le mode 47 ou tout simplement baïonnette. Alors, voyez-vous, on insère et lorsqu'on va mettre le courant, c'est possible qu'il y en ait peut-être encore une ou deux qui n'allumeront pas. On la retire, on réajuste les filaments et on réessaye normalement. Ça se replace. L'installation des LED est terminée. On est maintenant rendu à remettre le bac glace car oui, c'est un bac glace, ce n'est pas un translight. Il y a un encre masquante pour faire passer la lumière juste à certains endroits et nul besoin de vous dire à quel point il est en état exemplaire, alors on y fait très attention. On a réinstallé le bac glace, voyons voir ce que ça dit, quand ça s'allume. Yeah! Ah oui, franchement là, ça fait une super ultra belle couleur, wow! Très cool! Ça, le problème, c'est que je me rends compte que je ne sais pas si j'ai des lumières qui ne sont pas allumées.
Alors, je vais devoir le retirer et réenlever le bas-glace. Ah, ben j'avoue que là, on a un désavantage avec ce système-là. C'est difficile de changer rapidement une lumière si on voit qu'elle est mal allumée. Bon, ben, on démonte le truc et on vérifie. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui allume pas ici, là. J'ai l'impression qu'il en manque une, là. Ben, voilà, en réinstallant le bas-glace, je me rends compte, en effet, que il y a beaucoup de lumière qui n'allume pas, dû entre autres à ce que je vous disais, les petites pépines qui ne font pas un bon contact. Hein? Voilà. Alors, on va les réviser une par une parce que comme je le croyais, il y en a beaucoup qui n'allument pas dans le Champion Pub, quelques-unes ici. Alors, on veut que ça allume tout au complet. Allez, on les refait. One. Ah, allez. Aïe aïe. Voilà. Hein, comme quoi, c'est oui plug and play, mais pas tant que ça. Le panneau est maintenant complètement allumé et je fais maintenant le cycle de testing pour tout ce qui est flasher. Parce que voyez-vous, celui-là qui est en haut à gauche ne flashait pas et là, je viens d'y rajuster les papates et ça marche. Et moi vous dire, ces flashers-là, ils flashent quelque chose de rare et c'est pas les plus forts. Hein? Aussi, on a choisi des lumières natural warm white pour être encore plus proche justement des lumières incandescentes parce que moi je suis un gars old school et Marc aussi. Et on aime ça préserver quand même le plus possible l'aspect original de la machine tout en ayant plus de luminosité. Voilà. OK. Alors, on va commencer à faire les inserts du playfield maintenant. Bon, avant de lever le playfield pour mettre les lumières des inserts, il faut se débarrasser des billes à l'intérieur de la machine. Et puis ça, c'est un peu chiant, entre autres avec la Champion Pub, parce que c'est pas une machine faite comme les autres. Remarquez ici, c'est une catapulte qui envoie la bille jusqu'au fond lorsqu'on démarre la partie. Donc, on n'a pas accès pour aller chercher les billes directement lorsqu'on les éjecte. Alors, voyez-vous, ici, on peut quand même avoir accès au plunger et activer à la main l'éjection des billes. Ça prend quand même un bon petit kick. Puis on a quoi? 4 billes quand même à sortir de cette manière-là. Ça fait qu'on a bien du fun à essayer de les soigner par en haut. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est les faire passer par en haut à travers l'espèce de danger zone pour être capable de les sortir. OK, un peu plus de travail que d'habitude, mais ça se fait quand même pas si mal. Sauf que je réussis à me scratcher puis à saigner des doigts en un rien de temps. Non, mais m'avez-vous vu ça? C'est hallucinant comment elle est en parfaite condition. C'est extraordinaire. Un peu plus tard, Marc va nous raconter l'historique de cette machine-là, comment ça se fait qu'elle est encore en aussi bon état. Il a réussi à retracer les anciens propriétaires. Écoutez, il y a même la feuille d'information dans le fond de la caisse. Normalement, c'est le genre de choses qui est arraché de toutes parts. Tout est simplement spick and span à grandeur. OK. Ça fait que je commence par les inserts par en dessous parce que ben j'aime faire les bouts faciles et ça va quand même assez rondement. Alors on prend tout simplement un socket de 5,55, on y fait un petit quart de tour dans le sens inverse d'une montre. On est capable de sortir le globe. On enlève l'ancien, on met le nouveau et on s'assure encore une fois de réajuster les petits filaments un petit peu en diagonale pour être sûr que ça fasse un bon contact. Le socket que je viens d'enlever, c'est la petite flèche qui est là, qui est le numéro 37. Je vous suggère fortement d'avoir le lamp location avec la map de sortie ainsi que la lamp location, qui est celle-là. Alors, on sait que la 37, ici, c'est la top yellow arrow. Alors, ça nous en prend une jaune. Jaune qui se trouve dans ce petit sachet. On extrait la jaune, on la place et on la twist inside. En fait, normalement, c'est pas vraiment comme ça que j'y vais. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser les 3 vis qui retiennent la plaque, l'enlever, nettoyer en dessous des inserts toute la crasse accumulée. Mais la machine est neuve. Elle est franchement neuve. Il n'y a aucune saleté. Alors, je peux vraiment y aller à la mitaine, un socket à la fois. Puis ça va être tout aussi bon en fin de compte que le reste. Quoique, je veux dire, est-ce que je chauffe du temps? J'ai rien que 3 vis à défaire. Je vais y penser, je vous reviens. Finalement, avec Pépette, tout a plus de goût. C'est tellement pas long de dévisser 3 petites vis. On a accès rapidement au board et ça évite des manipulations, donc d'user les sockets. Des fois, ça peut arriver que ça creuse un peu trop les
les contacts en étain à force d'enlever des défaire. Donc, dans ce cas-ci, aussi bien les laisser tels que tels. Et tout ce qu'on a à faire, c'est tirer sur le globe. Punk! Et je tenais juste à remontrer comment regarder les inserts. Normalement, ça, c'est noir. Normalement, c'est noir à grandeur. Et là, c'est rare qu'on va voir ça. J'ai réinstallé le board et au fur et à mesure que j'avance dans mon installation des LED, je coche ceux-là qui ont été faits, à la fois sur les deux charts. Là, je suis rendu à changer ce qu'on appelle un 47, c'est-à-dire un baïonnette. Et ça, c'est vissé avec un petit socket de métal qu'il ne faut pas avoir peur de plier pour avoir accès à la lampe. Parce que c'est fait pour ça, quelque part. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse, on lui fait un quart de tour et on est capable de la retirer et de l'installer. Et si je me compare bien, c'est 83, not so, top blue arrow. Alors, on va mettre une baïonnette bleue. Baïonnette bleue. Baïonnette bleue. Voilà. J'ai maintenant terminé d'installer les LED sur toutes les sockets et je voulais prendre le temps de montrer que vers la fin de production de Williams, dans la fin des années 90, ils utilisaient maintenant des crimps sur leur solénoïde. Ceux qui peuvent m'orienter à savoir pourquoi ils allaient vers cette direction plutôt que les soudures, parce qu'on s'entend, ça augmente les coûts de production d'utiliser des crimps, selon moi. Je serais bien curieux de savoir pourquoi c'était comme ça. Si on se fie maintenant à ma charte de mes LED, on voit qu'il me reste que deux seules lumières à changer, c'est-à-dire le bouton Start et le bouton Launch Ball. Et oui, il ne faut pas les oublier. Alors, comment qu'on fait pour accéder à ces lumières-là? C'est un assemblage où c'est une pièce de plastique qu'il faut faire une rotation vers la gauche. Et il faut y aller quand même doucement. On ne veut pas casser ça, mais ça se déclare. On essaie de prendre l'assemblage par le plus large possible et là, c'est toujours touché d'être capable de pas le casser. Ça a quand même une certaine résistance, mais pas tant que ça. On va essayer de dégager l'espace. Et que j'aime pas ça, je veux pas le casser. On va y aller doucement. J'avais tellement de misère avec cet assemblage-là que je me suis rabattu sur l'autre en attendant pour me donner un petit break. Puis en réussissant enfin à l'enlever, à la base, je voulais enlever les crimps et je me rends compte qu'il y a une des lamelles de contact qui a réussi à sortir en fin de compte de l'intérieur. De l'assemblage de plastique, je vais leur glisser dedans, là, ça n'a pas cassé, là, mais ça fait juste dire à quel point faut être prudent. C'est un module qui est difficile à enlever. Une des manières que j'ai développées aussi qui aide, c'est de dévisser la bague du bouton jusqu'à temps qu'elle se rende à faire un appui sur l'assemblage de plastique. Ça fait que ça l'aide un petit peu à la forcer vers l'extérieur lorsqu'on pousse le bouton vers l'extérieur et qu'on dévisse en même temps. Ça aide un peu pour être capable de l'enlever. OK, fait qu'on les change. On fait ça là. Maintenant que c'est tout installé, on admire la beauté de tout ça et on s'assure que surtout chaque lumière éclaire comme il faut. Alors, voyons voir à travers le menu qu'on a ici pour être capable de se rendre dans le... J'ai accroché le volume, t'arrêtes-tu? OK, ça fait que on va aller dans Enter. Hop, on revient d'une coche. Test. General Illumination, Sound and Music, Single Lamps, All Lamp Test. Bon, fait que là, on est dans du All Lamp Test. Et là, on est en mesure de savoir si on a oublié une lumière, s'il y en a une qui allume mal. Et jusqu'à maintenant, tout est de très bon augure. Franchement, je vois absolument rien de manquant. C'est surprenant surtout comment toutes les inserts se situent essentiellement dans la moitié inférieure de la machine. Il n'y a absolument rien en haut, comme c'est souvent le cas dans d'autres machines, là, comme vous remarquez, si on regarde par exemple dans ne serait-ce Ghostbusters, on en a là, de la lumière des inserts vers le haut. Ce qui n'est pas le cas ici, ça se situe uniquement dans le bas de la machine. OK, ça fait que là, on tombe vraiment dans le charnu, le croustillant et... on va te dire un petit peu le malodorant parce que le GI, ça nécessite souvent de défaire des assemblages assez complexes. Pour tout ce qui est slingshot, ça va quand même assez bien. On défait deux petites bottes, on a accès au globe, même chose ici. Mais il y en a beaucoup dans cette machine-là. On a aussi des flashers sous les dômes-là. Mais regardez, là, j'ai du GI à aller changer en arrière ici. C'est sûr qu'on va soulever le playfield, le tirer.
Mais ça va être un bon défi. Alors, sans plus tarder, on va mettre du GI. Et un peu dans la même philosophie que pour le backglass, ça va uniquement être du warm white partout à la grandeur. On veut garder l'aspect original, mais la seule, en fait, que je suis extrêmement d'accord et pour à changer et mettre des couleurs coded, c'est pour tout ce qui est insert. Parce que ça fait vraiment un très beau super pop coloré pour les inserts. Mais pour le reste, le GI, le backbox, moi, je suis du genre... J'ai déjà quelques ampoules de fait. Pour être capable d'accéder, en fin de compte, aux ampoules par le dessus, je mets une paire de pinces en dessous pour verrouiller la note parce que des fois, c'est si on y va juste par le dessus, ça va spinner dans le beurre, ça va tourner tout le temps et il faut donc le tenir en place par une paire de pinces en dessous pour dévisser sur le dessus. Mais là, j'étais rendu à faire l'autre côté, puis je me dis, aïe, il y en a aussi en dessous, ici, de prix. Et là, ça demande un démanchage d'armature de l'enfer. Et là, je me suis dit, attends, là, t'es pris dans tes paradigmes, là, André, là. Hein? Oui, je me parle. Alors, j'ai juste à dévisser ici et j'y ai accès. Pourquoi j'avais pas pensé à faire ça dès le début, parce que c'est ce que je viens de faire pour les inserts, hein? C'est que, normalement, pour les machines plus anciennes, si on pense justement les vieilles Gottlieb, là, je suis vraiment pris des fois dans ma tête avec les vieilles façons de faire, c'est qu'il y a un fil de ground braid de soudé après tout ce qui est GI qui fait le tour de toutes les machines, ce qui rend en fin de compte le dévissage de tout ce qui est socket de GI plus difficile sur ces vieilles machines-là parce que le ground braid est non seulement soudé, mais il est broché sur le playfield. Ce qui fait que on n'est pas capable de dévisser le socket et d'y avoir accès facilement. Alors que dans les Williams, dans leur fin de vie, c'était possible. Alors, je viens de me simplifier la vie énormément en réalisant ça. Alors, pour changer mon GI, je vais faire exactement comme j'ai fait pour les inserts. Je vais dévisser mes sockets et la vie va m'être beaucoup plus facile. Merci, Williams. Donc, ce que j'appréhendais être la plus longue partie s'est avéré être finalement... il fait son test de détection de billes en ce moment, alors on s'inquiète pas. Il n'y a plus de billes dans la machine, c'est pour ça que ça fait ça. Alors, ce que je pensais qu'il allait être le plus long, c'est l'installation du GI. Finalement, ça a été franchement très rapide en y allant par en dessous. Merci encore une fois, Williams. Ça commence à être une game on ne peut plus chaleureusement lumineuse, hein? Il va sans dire, parce que même si elle était dans une time capsule, on dirait qu'elle avait perdu de son éclat, hein? Les lumières étaient quand même un petit peu fade. OK, là, il reste des petits moments comme... s'il te plaît, arrête de chercher tes billes. Là, ce que je vais faire, c'est changer des flashers et ils nous font ça facile. Il s'agit simplement de faire un quart de tour, encore une fois en dévissant. Et on a simplement accès rapidement à changer les flashers de cette manière. N'est-ce pas? Bien fait. Voilà. On change les flashers. Il y en a ici, il y en a là, il y en a ici, il y en a là. Puis après ça, je pense qu'on va avoir fini. Eh bien voilà, c'est terminé. On a fini d'installer tout ce qui peut être mis en LED dans cette machine, incluant les flashers. Et elle est, ma foi, formidablement magnifique. Je suis toujours en extase devant à quel point cette machine-là est belle. Le gameplay fait peut-être pas l'unanimité à travers la communauté des pinballs. Moi, c'est une game que j'aime beaucoup et je pense qu'on peut au moins tous s'entendre que visuellement, c'est une réussite. Vraiment, Williams était au sommet de leur forme lorsque cette machine était en production, ce quelque temps avant la fin des opérations de Williams. Yeah. Je voulais faire un dernier rappel à quel point cette machine met tellement d'emphase sur le combat et plus précisément le fist, le point. Je pense que si on joue à la game de compter le nombre de points, écoute, c'est impossible d'en venir à bout parce que ne serait-ce dans le backglass, il y a un point dans chaque coin. Chaque crochet de rideau est un point. Alors, c'est phénoménal. Partout, on a des points dans cette machine. C'est ahurissant. Alors, multi-brawl, il y a évidemment beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots. Mais partout où je regardais, c'est infernal comment je vois tout simplement des points partout dans cette machine. Alors, on serait-tu rendu d'en jouer une petite game? Hein? On va expliquer un petit peu les règlements, savourer le pourquoi du comment cette machine peut apporter autant de plaisir. Faisons ça. C'est maintenant l'heure du gameplay avec mon ami Marc qui va nous expliquer au mieux de ses connaissances les règlements de sa magnifique partie. Marc, heureux du changement?
Oui, tout à fait, ça fait du bien d'avoir une nouvelle machine. Tout, Mais aussi lumineuse aussi, parce qu'elle était oui. étrangement sombre quand on l'a Oui, reçue. oui, tout à fait. Là, quand je l'ai eu, la machine était neuve, puis je trouvais que le playfield était très sombre. On avait de la difficulté à voir la balle là, quand on était le soir. Et là, c'est le jour et la nuit. Là, Explique-moi un peu l'historique de cette machine-là. Comment ça se fait qu'elle est en aussi bonne shape? Moi, j'ai joué à cette machine-là. J'étais allé à Budapest, j'ai joué à cette machine-là. Je l'ai adorée. J'étais allé à Allentown avec ma femme, Julie. Elle a adoré la machine aussi. Fait qu'on l'avait sur notre liste de machines à trouver. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une annonce en Ontario d'un collectionneur qui la vendait. Il m'avait envoyé des photos. Il m'a dit que c'était la machine la plus belle qu'il a jamais vue. Puis qu'il pensait qu'elle était home use only. Donc, elle avait juste servi à la maison par un particulier. Avec les photos, je l'ai fait expédier chez nous, puis quand j'ai déballé la boîte, j'ai été incroyablement surpris de l'état de la machine. Effectivement, elle est comme une neuve. Quand j'ai regardé les statistiques, là, il y a moins que 300 parties qui ont été jouées sur la machine depuis qu'elle a été fabriquée il y a 22 ans. Donc j'ai contacté la personne qui me l'a vendu. Lui m'a dit de qui il l'avait acheté. J'ai contacté d'autres personnes d'avant, juste par curiosité. Et l'autre personne d'avant l'a acheté de quelqu'un qui avait un ami qui travaillait chez Williams. Puis il a acheté la machine, il a joué dans son sous-sol avec, puis ça faisait une vingtaine d'années que la machine était dans le sous-sol d'un particulier, que ça n'a jamais sorti dans les clubs, dans les bars. Fait que l'affaire capotée, c'est que t'es le 3 ou 4e propriétaire de la machine? Je suis le 4e propriétaire. 4e propriétaire d'une machine qui appartenait à un employé Williams. Quelque chose comme ça, oui. C'est assez hot. C'est assez hot, là, franchement. Là. Alors, ça peut expliquer pourquoi un employé Williams a eu accès à une machine sûrement, comment dire, non seulement neuve, mais je dirais en cours de production. Puis, whoop, il y a eu un prix. Il l'a gardé chez eux 20 ans. Puis après ça, il s'est tanné. Puis la voici maintenant en train de briller comme elle l'a jamais brillé. Alors, rapidement, les règlements, on parle de quoi? Le but du jeu, c'est de combattre un boxeur. Donc, on commence par, ici, c'est notre barre de vie à nous. Il faut commencer par monter notre barre de vie. On monte notre barre de vie soit en frappant le sac d'entraînement ou en faisant sauter à la corde à gauche ici, ou bien en faisant le petit punching bag dans le coin ici. C'est le fun, on a une lumière qui fit avec ta description. T'as un bon timing. Exactement. Un coup que notre vie est montée jusqu'en haut, la machine va tomber en mode où on combat le boxeur dans le milieu. Écoute, c'est la première fois que je remarque ça, que le How to Play, même dans le DMD. Oui. Hey, même ça, ça a pris un bout avant qu'il fasse ça, là, parce qu'il n'y avait pas ça au début. Là. Donc là, quand on va commencer la partie, évidemment, la vie du boxeur va être plein ici, puis au fur et à mesure qu'on le frappe avec la balle, là, sa vie va diminuer jusqu'à temps que soit qu'on gagne la bataille ou que c'est lui qui gagne. Autre détail intéressant qu'on vient de faire, c'est retirer le petit post qui était ici, qui était mis d'usine. Parce que tu m'expliquais que cette zone-là s'appelle le Danger Zone. Explique-moi, rappelle-moi un peu le concept. C'est pendant la partie, il y a une espèce de petit jeu de pachinko ici, où il y a beaucoup de hasard. La balle, elle peut rentrer là, puis elle peut descendre, puis avec un petit peu de hasard, sélectionner soit qu'on peut faire un gros coup, puis battre le gars d'un coup sec, ou bien qu'on perd notre boule, ou etc. Et juste avant la sortie de ce jeu-là, ils ont retiré cette fonctionnalité-là, et ils ont mis un poteau en plein milieu pour empêcher la balle de rentrer là pendant qu'on joue. Personne ne sait pourquoi, mais ma théorie, c'est que le jeu de pachinko ici rendait le jeu un jeu de hasard. Et ça, dans les anciennes lois aux États-Unis et dans certains autres pays, le jeu de hasard est interdit. Donc, je pense qu'à la dernière minute, les avocats ont dit... C'est fort probable. Ben, écoute, moi, je trouve que c'est une théorie qui se tient. On sait pas. Si on trouve un employé de Williams à un moment donné, on y posera la question. Exactement. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que c'est la théorie qui fait du sens. Fait qu'on l'a enlevé parce que aussi, ce qui arrive, c'est que la Switch était donc enlevée et là, dans ce cas-ci, la Switch a été remise en place. C'est là. ça. Donc, les propriétaires de ce jeu-là remettent la Switch, enlèvent le post dans le milieu et réactivent cette fonctionnalité-là d'avoir un mini-jeu de pachinko à droite pendant la bataille. Awesome. Bon, ben ok, sans plus tarder, allons-y. Avec ma jasette. On tient le bouton au début pour avoir une sélection au hasard. Bon. 10 points! 10 points. J'avoue que c'est un très très cool skill shot. Ça aussi, ça en est presque un jeu de hasard.
Une des rares games avec un save post aussi en plein milieu qui est activé au début de la partie. Ça, c'était une feature qu'on voyait souvent dans les années 70, même 60. Et qui a fait un retour finalement. Il était supposé d'en avoir une à la Theater of Magic. Et lui, il a été enlevé dans le développement de la Theater of Magic vers la fin. Tu me rends nerveux. Ça doit être moi. C'est de ma faute. Est-ce qu'il faut absolument que tu ailles full pin d'énergie avant de pouvoir commencer un combat, c'est ça? Oui, il faut se rendre jusqu'au bout ici avant que le combat commence. Ah, ok, c'est bon. Ça aurait été le fun d'avoir au moins un combat. Merci. C'est à ton tour à jouer. C'est à moi. C'est quoi si on s'agace pas un peu? Ok. Je vais... Pas sûr de faire bien. On va checker. Bon, j'ai mis ma main devant la caméra. More fly, fisticuffs. Pas bien mieux, hein? Ah ouais, comment? Je pense qu'on est ébloui par les LED. Ça doit être ça. Ça fait la porte. Door prize. C'est la première fois que je prends une... Oh, avec ce ball, là. Get the extra ball! Flip, Chip, flip! Ah, ça, c'est cool. Ah, ça dirait l'espace de... 20 minutes to be the champ. Ah, il y a du ball time dans ce game-là, hein. That's ball one, slugger! One more, and this pup goes ballistic! OK. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'envoies dans une rampe ou bien dans Ah, le... left jab, right jab. OK, ouais, où est-ce que ça flash, finalement? And now, Pierre LaPunch voices the kid. Pierre le Ponche. Bonjour! Now you die! Pourquoi ça flash? Smart Punch. Oh, he's running out of Ah, gas! c'est un smart punch. Little punch his face! Oui, t'as eu un smart punch lors du tirage Ah, au début. OK, un smart punch, c'est comme un... Take that! Allez, prends ça dans les gencives du genou. Oh! Out! Give it to him! I'll come the fight. You have beaten me, but I am still Lord Handsome. Climb the stairs, kid. Shoot the ramp. On va essayer de frapper tout le temps en même place, là, puis on va essayer de faire de quoi de plus intéressant. And now, Winston Pounds voices the kid. Oui, c'est le kid. Hello, chap. Ready for a beating, are you? Smart Punch. Now you got him. Ça combien que j'en ai, les smart punch? Ah, ça a pris le petit gauge, Oh, c'est give ça? it to him. Butted your Cool, skull. on fait mon extra ball. Get back in there, kid. Aïe, aïe, aïe. Sorry, old boy. Oh, yeah, you're winning. You won, kid. Oh, no. What will Mumsy say? Tan,
Il veut plus. Wow, écoute, ça a été intéressant celle-là. Shoot the ramp. Hein? Voyons donc. Aïe aïe, le fail là-dessus, c'était pas supposé être perdu ça. D'habitude, quand tu fais ces deux pitons, ça skip rapidement les skip. You should pray that I destroy you quickly. Beg for mercy. I almost Finish him off. I win, you lose, the end. Ça va sur ça, mais il va pas plus loin. Ouais, on a fourni d'émotion quand même. Quiconque va dire le contraire est dans le champ, sans blague. Ouais, j'adore cette game. Tout est respecté, on se sent vraiment dans un pub irlandais. Moi, je suis comme ça, moi. Je vais chez le monde, puis je fais le high score, puis je remplis le leaderboard. Est-ce que j'ai en plus une game gratuite? Non, ça aurait été bien beau là-dessus. Fait que pendant que j'ai la caméra, je voulais juste faire mon éditorial sur les LED en passant parce que pendant longtemps j'étais mitigé sur l'utilisation des LED, à savoir vraiment est-ce que ça rajoute, puis on aime encore la saveur incandescente et tout. Pour ma part, j'aime les... Hey là, ça va faire la musique, là. Je comprends que j'ai gagné, là, mais faut que je parle fort. Fait que j'aime les LED, mais quand ils ont une couleur chaude. Et j'aime les LED pour plusieurs autres raisons, c'est-à-dire elles donnent un gros break au power supply, au transfo, elles donnent un break à vos connecteurs, à vos lumières, donc invariablement sur les systèmes 11, les WPC, le connecteur du GI va être brûlé. En mettant les LED, ça ne fera plus ce problème-là. Ce que j'ai le moins d'affinité, c'est de mettre des LED colorés dans le baglash. Je préfère quand ça préserve les couleurs d'origine. Mais sinon, je trouve que ça a beaucoup de plus pour une machine, ne serait-ce justement pour la faire un peu plus flamboyer. Mais le côté pour lequel moi je suis peut-être un peu moins chaud, c'est quelqu'un qui va vouloir dire que sa machine a gagné en valeur parce qu'elle a mis des LED. Et ça, c'est vraiment très personnel à moi. C'est-à-dire que si je vais acheter une machine et quelqu'un me dit « Oui, mais j'ai mis des LED dedans, alors je demande 200 à 300 $ de plus. » Pour ma part, personnellement à moi, je trouve que ça ne rajoute pas de valeur. Pour la simple raison qu'il existe tellement de fabricants de LED que les chances que la personne qui a mis les LED soit exactement le modèle que moi je veux avoir sont pratiquement nulles. Et que deuxièmement, ça a été fait selon ce que moi je veux avoir comme coloration. C'est-à-dire, beaucoup de personnes vont mettre des LED colorés même dans le GI et ainsi de suite. Ce que moi je n'aime pas. Alors, il y a de fortes chances que de toute façon, je vais avoir à tout dévisser, enlever les LED et mettre celles que je veux mettre dedans de toute façon. Et le reste des LED, je ne m'y servirai peut-être pas. Ça fait que ça m'est arrivé même d'acheter une machine montée en LED, puis je les ai tout enlevés pour mettre l'éclairage que moi j'avais envie. Alors, c'est vraiment personnel à tous et chacun, mais pour ma part, si je vois que quelqu'un vend une machine et il va réclamer 300 $ de plus parce que c'est monté en LED, on va voir ça. Alors voilà, c'était mon éditorial et merci à Marc de m'avoir permis de filmer et de faire une super capsule dans son sous-sol. Peut-être qu'un jour on en montrera un peu plus. Pour l'instant, on s'est concentré uniquement sur la Champion Pop, mais il y a d'autres bijoux. Qui sait? Alors là, c'est dessus, on se dit à bientôt et portez-vous bien. Bye!